de l'expert ce matin, c'est Christopher Dembick. Bonjour. Merci d'être avec nous. Vous êtes chef économiste de Saxo Bank. Et avec vous ce matin, je voulais qu'on parle de l'inflation et des conséquences pour l'épargne des Français, pour ceux qui en ont en tout cas. Déjà, qu'est-ce que c'est que l'inflation, très clairement, parce qu'on entend ce terme tous les jours. Qu'est-ce que c'est l'inflation? Alors l'inflation, c'est une caractéristique, c'est quand on a une hausse généralisée des prix. Donc c'est pas uniquement sur certains biens. Aujourd'hui, on voit bien qu'on a cette hausse généralisée. C'est bien sûr les prix alimentaires, les prix de l'énergie, les prix de l'essence. Donc on est vraiment sur ce schéma-là. Et le problème, c'est qu'on a vraisemblablement une hausse de l'inflation qui est durable. Donc ça va pas se terminer du jour au lendemain. Donc il faut prévoir aussi comment on gère son argent dans un contexte inflationniste. Alors ça s'arrête pas du jour au lendemain. On n'en sait rien. C'est-à-dire, est-ce qu'on sait, il y a quelques mois, j'avais posé la question à des spécialistes qui disaient on ne sait pas si ça va être durable ou pas, ça risque d'être un pic et de retomber. Qu'est-ce qu'on sait de la longueur et du pic de l'inflation? Alors le fameux pic d'inflation, ça fait à peu près 2 ans qu'on l'attend, mais à chaque fois, vous vous en doutez, il ne survient pas. Le problème, c'est qu'aujourd'hui, on a des facteurs qui sont structurels, donc qui feront que dans tous les cas, on aura des niveaux d'inflation supérieurs à ce qu'on a connu au cours des 10 dernières années. Grosso modo, on était proche, inférieur à 2%. Ça veut dire qu'on sera dans tous les cas supérieur à cela. Donc il faut prévoir cet aspect. Quelques aspects qui sont inflationnistes, c'est assez simple. La transition énergétique, ça veut dire des prix de l'énergie qui sont plus élevés. Si vous regardez au niveau des prix alimentaires, le changement climatique, on a une sécheresse majeure en Inde à l'heure actuelle et ça veut dire donc des récoltes mauvaises, donc des prix du blé et des céréales en général qui vont augmenter. Donc plusieurs facteurs qui font qu'indéniablement, on va être quand même sur une inflation plus élevée qu'au cours des 10-20 dernières années. Et ça peut aller jusqu'à combien ? Alors là, en revanche, effectivement, là, je n'ai pas de boule de cristal. On est autour des 4-5. À court terme, indéniablement, ça va continuer d'augmenter. C'est très très clair. On a des chiffres qui vont tomber prochainement. Maintenant, le grand débat, et là, je vous avoue qu'on n'a pas de visibilité, c'est de savoir quel va être le niveau du pic d'inflation. Est-ce que c'est comme aux États-Unis ou en Grande-Bretagne, on s'attend à un chiffre d'inflation à 10%, ou est-ce qu'on sera inférieur? Espérons que ce sera inférieur, mais c'est dur pour les consommateurs, ça c'est sûr. C'est dur pour les consommateurs. Quels sont les pays aujourd'hui, pour faire peut-être un focus sur l'étranger, qui connaissent une inflation très forte? Vous avez cité les États-Unis. États-Unis, Royaume-Uni, la Banque centrale est très claire, il faut s'attendre à 10% d'inflation, c'est massif. Vous avez aussi quand même l'Allemagne qui est dans une situation assez compliquée, notamment du fait des prix de l'énergie. Toute l'Europe centrale et orientale, vous avez des niveaux d'inflation proches de 10%, donc c'est quand même globalisé aujourd'hui. Nous, on est un peu préservés, on le sait, parce qu'une partie de l'énergie vient notamment du nucléaire, mais les tendances inflationnistes, elles sont tout aussi présentes en France. Il suffit de regarder les prix des biens alimentaires aujourd'hui. Oui, qui sont... C'est ce que nous a dit hier Yves Puget, le patron du magazine LSA, qui spécialise la grande distribution. Le pire est à venir, et c'était aussi la une du JDD. Donc qu'est-ce qu'on dit à nos auditeurs qui ont la chance d'avoir de l'épargne? Est-ce qu'il faut garder son argent à la banque? Est-ce qu'il faut investir? Ou dans quoi? Qu'est-ce qu'on fait? Alors 2 choses déjà. Quand on a une période d'inflation qui est élevée, il ne faut pas garder son argent sur son compte courant, ça ne sert à rien. Et le deuxième point, il ne faut pas penser au livret d'épargne réglementé. On va être très clair, c'est des niveaux de rendement qui sont inférieurs. En revanche, il y a plein de solutions aujourd'hui qui existent quand on a une forte inflation. Il y a 2 solutions qui sont principales. C'est soit vous vous adossez aux actions. Alors c'est un peu compliqué, la bourse en ce moment, il ne faut pas le nier. Mais en tout cas, sur du moyen long terme, on sait que les rendements sur 5-7 ans sont intéressants. Soit vous allez sur ce qu'on appelle des actifs réels. Concrètement, les actifs réels, c'est quoi? C'est l'immobilier. Par exemple, vous avez des investissements qui sont aujourd'hui intéressant via des fonds sur les résidences étudiantes. Donc il y a 2 grands leviers, actions avec plein de supports financiers qui existent. On peut investir dans les actions via l'assurance vie par exemple. L'assurance vie reste un placement intéressant pour les gens qui ont des assurances vie. On laisse l'argent sur les comptes d'assurance vie ou il vaut mieux investir dans la pierre par exemple, dans l'immobilier? Alors non, très clairement je pense qu'avoir une assurance vie c'est un prérequis. Alors bien sûr, qu'est-ce qu'on a dans son assurance vie? C'est ça tout l'enjeu. Si vous avez ce qu'on appelle des fameux fonds actions, des fonds flexibles, concrètement, c'est quoi? C'est vous investissez sur des actions au niveau soit européen, soit français, soit international. Là, c'est vraiment intéressant d'avoir des actions dans votre assurance vie. C'est très très clair. Après, sur l'immobilier, vous pouvez investir en direct, mais en direct, ça nécessite quand même beaucoup d'argent. Vous pouvez le faire aussi avec un moindre montant, tout simplement via des fonds de l'immobilier. Toutes les banques proposent ça, donc après, il suffit de comparer les tarifs. Donc, il y a quand même énormément de leviers, mais en tout cas, l'assurance vie est un bon levier très certainement pour investir, pour se préserver contre l'inflation, sachant que beaucoup de Français ont déjà une assurance vie. Beaucoup ont déjà. Alors un auditeur, Stéphane, nous dit le Bitcoin a chuté hier à 29 000, je sais pas quoi, c'est quoi, euros? Oui. Oui. Enfin, je vous avoue, à part pas avoir regardé le prix récemment, mais sur les crypto-monnaies, c'est vrai qu'il y a eu un très très fort engouement. Ce qu'il faut voir, c'est que tout cas, il faut bien s'y connaître. C'est pas un conseil qu'on peut donner pour garantir son argent.
Ah, pas pour garantir son argent, Non. pour spéculer, et j'utilise volontairement ce terme. Mais aujourd'hui, on le voit très bien que les crypto-monnaies connaissent des périodes assez rudes. Concrètement, ça baisse parce que c'est considéré comme un actif risqué. Vous aviez pendant un certain temps beaucoup de fans, vous me permettrez ce terme, des crypto-monnaies qui considéraient que c'était un rempart contre l'inflation. On le voit très bien, c'est pas du tout un rempart contre l'inflation. Donc on reste très prudent. Travaillant pour une banque, je aussi le discours un peu classique de dire c'est pas le bon, c'est certainement pas le bon levier d'investissement. Mais fondamentalement, je pense que si on veut investir sur les crypto-monnaies, c'est pas plus de 2 à 3% de tout votre investissement. Ouais, il faut garder raison, et puis il faut aussi, c'est un peu comme les actions, c'est-à-dire on va pas se lancer il faut passer par une banque pour se lancer dans la bourse, et il y a beaucoup de Français qui ont été un peu échaudés aussi par la bourse. Ah, tout à fait, je pense que les Français qui sont rentrés justement en pleine pandémie, lorsqu'on disait faut investir en bourse, et c'est vrai que c'était pertinent en ce moment-là, aujourd'hui s'ils ont investi d'eux-mêmes, ils ont certainement perdu une grande partie de leur argent. Ce qu'il faut bien voir, c'est qu'on ne devient pas expert financier du jour au lendemain. Non, le plus simple, c'est de s'adresser tout simplement à des gérants. Les gérants gèrent les fameux fonds que j'ai évoqués tout à l'heure, fonds flexibles ou fonds actions notamment. Eux, ils ont une expertise. Normalement, ils ont un track record. On peut comparer. Là, vous avez toutes les données qui sont publiques. Vous comparez sur 10, 15, 20 ans en fonction de la durée. Et vous verrez quel est le plus intéressant. Toutes les banques proposent ça. Il faut simplement faire jouer la concurrence pour avoir des tarifs qui soient les plus intéressants possibles. Est-ce qu'il y a des risques de faillite des banques ? Non, alors ça c'est très très clair, je sais que c'est un sujet qui revient régulièrement en France. Les banques françaises, et même là on peut s'aventurer aux banques européennes, elles sont quand même très très solides. Les banques françaises indéniablement, on n'est pas du tout dans le contexte qu'on avait connu en 2007-2008 pendant la crise financière, donc il n'y a pas d'inquiétude à avoir à cet égard. Et surtout les banques, pour travailler en banque, croyez-moi que la régulation est aujourd'hui extrêmement stricte pour s'assurer qu'il n'y ait pas de risque. Oui. Comment on fait quand on a peu de moyens pour parer, pour se prémunir de l'inflation ? Je ne sais pas si vous pouvez répondre à cette question. Vous y avez un peu répondu en partie pour l'épargne, effectivement, mais qu'est-ce qu'on fait ? Vous voulez dire pour investir votre argent ? Non, face à l'inflation, quand on est français, qu'est-ce qu'on fait pour se prémunir ? Alors, si on n'a pas la capacité justement d'investir et d'utiliser ces fameux leviers qu'on a évoqués, je vais être malheureusement assez direct, il n'y a pas énormément de solutions. C'est-à-dire vous subissez l'inflation. Et d'ailleurs, c'est tout le débat aujourd'hui en France sur les chèques alimentaires pour les populations les moins aisés, mais force est de constater que alors ça dépend, on parle de 5 à 8 millions de Français, vous avez un phénomène de paupérisation qui est inéluctable, notamment si effectivement mon scénario d'inflation durable se précise. Et donc, alors Stéphane nous dit, la boursière, une grosse erreur d'un trader qui a fait perdre 32 milliards, les erreurs ça existe partout. Ah bah oui, effectivement, c'était, si je ne me trompe pas, la semaine dernière où on a eu une forte chute de plein d'indices, notamment de l'indice parisien, le 440 lundi, c'était une erreur d'un trader, en l'occurrence de Citigroup. Bon, donc ça arrive. Donc le conseil tout de même que vous donnez aujourd'hui aux Français, alors attendez, si j'avais des unités monétaires à spéculer, c'est pas auprès d'une banque française que j'irais chercher du conseil, les banques étrangères sont bien meilleures. Qu'est-ce que vous répondez à ça ? Je travaille pour une banque étrangère, donc je suis totalement d'accord avec ça. C'est plus ou moins risqué, ou quelle est la différence ? Il n'y a pas de vraie différence, pour être tout à fait franc. Il faut juste chercher une banque qui est régulée au niveau européen et donc en France, donc acteur étranger ou acteur français bien évidemment, mais chercher un acteur qui est régulé. C'est pour ça que notamment investir sur les cryptos, tous ces leviers-là, c'est un peu risqué, vous n'êtes pas sûr de récupérer votre argent. La déflation, c'est dangereux aussi ? C'est dangereux, mais c'était le thème, vous savez, les économistes ont des thèmes régulièrement. C'était le thème d'il y a quelques années de cela. Alors là, aujourd'hui, il n'y a pas de risque de déflation, c'est très clair, c'est le risque plutôt de stagflation, c'est-à-dire une croissance faible avec des niveaux d'inflation qui sont très élevés. Alors attendez, une croissance faible avec des niveaux d'inflation élevés, ça veut dire quoi exactement ? Ça veut dire que concrètement, votre pouvoir d'achat va diminuer. Vous êtes vraiment sur ce phénomène de paupérisation. Pour vous donner un exemple, aux États-Unis, vous avez des hausses de salaire qui ont été massives, mais ils ont 10% d'inflation en moyenne, donc les hausses de salaire ne compensent pas l'inflation. Et c'est le phénomène qu'on observe partout. Au Royaume-Uni, même chose. En France, très clair aussi. Et en Italie, je crois que c'est encore pire, parce que les hausses de salaire sont inférieures à 1%. Donc vous êtes assez pessimiste globalement quand même ? Ah oui, complètement. Je pense qu'il faut être très très clair sur le fait que ce qui nous arrive là dans les années à venir va être très compliqué pour une grande partie de la population, pour tout le monde. Mais la réalité, c'est que les 8 millions de Français les plus pauvres vont être les plus pénalisés, sachant qu'ils ont peu bénéficié d'ailleurs des années fastes. En plus, c'est ça. Et que en général, les gens qui ont des actifs, qui ont les moyens, savent comment faire. Là, je voulais vous avoir ce matin, justement, je voulais vous entendre pour j'ai envie de dire, des Français moyens qui ont une petite épargne et qui se disent, j'ai de l'argent à la banque, qu'est-ce que j'en fais ? Donc, moi, très clairement, la réponse, c'est petite épargne,
ouvrez de l'assurance vie, parce qu'aujourd'hui, vous pourrez ouvrir une assurance vie avec peu d'argent, et ayez dedans des fonds actions, des fonds flexibles, c'est adossé au marché financier, et pensez que l'assurance vie, c'est sur du long terme dans tous les cas, du point de vue fiscal, mais au moins attendre 5 à 6 ans minimum dans tous les cas pour avoir du rendement. Oui, minimum. Vous parliez de ces investissements, les résidences étudiantes, c'est un peu risqué, non, tout de même? Alors, c'est-à-dire que c'est un investissement qui n'est pas fait pour les bonnes raisons. À chaque fois que je recevais des économistes, on me disait qu'il ne faut pas faire des Malraux, des choses juste pour économiser de l'argent. Il faut que ça ait un sens. Complètement. Tous les dispositifs qui existent dans ce domaine-là, il faut être extrêmement vigilant. Il faut vraiment aussi s'intéresser à quelle zone on est investi, parce qu'il y a des zones en France où indéniablement il y a une forme de bulle des prix immobiliers, donc c'est pas les bons endroits où il faut investir. Donc il faut être plus prudent. Moi, très clairement, et c'est à titre personnel, c'est-à-dire c'est ce que je fais moi-même, je suis plutôt investi en actions parce que je pense que sur le long terme, c'est de l'argent que j'ai pas besoin immédiatement, c'est compliqué en ce moment, mais sur le long terme, ce sera un intéressant forcément gagnant. C'est ça. Voilà. Écoutez, j'espère qu'on a. Alors Camille nous dit c'est un petit peu compliqué. Je trouve ce que je retiens, c'est qu'il faut un acteur régulé. Et puis Stéphane dit adosser vous aux énergies, c'est le plus gros rendement. Des conseils pour investir. Le secteur énergétique, très clairement, parce qu'on voit que les États investissent massivement. Le luxe, la logistique, parce que le transport international coûte très très cher. Et après tout ce qui est les grandes tendances, intelligence artificielle, etc., biotech, c'est sur du long terme, c'est intéressant. Et la réalité, c'est pas tant est-ce que le business model est pertinent, mais il y a de l'argent qui va vers ces investissements. Il y a de l'argent qui va aller vers ces investissements. Merci beaucoup, Christophe Dembicq. J'ai trouvé ça très clair, chef économiste de la banque de Saxo Bank. Merci d'avoir été avec nous ce matin. On se retrouve nous dans un instant pour commenter l'actualité.